Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ah, ça va me coûter combien? Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Pantin s'appellera pendant un an Pantine. Nous sommes dans une guerre hybride. Nous rajouterons un E au nom de la ville parce que ainsi nous voulons interpeller, nous voulons qu'il y ait une prise de conscience sur cette égalité entre les femmes et les hommes qui n'est pas encore parfaite. Et on a 3 enfants et 7 petits-enfants avec mon épouse. Alors Pouyanné, arrête de te gaver. C'est un salopard. Vraiment, j'ai pas d'autre terme. Il y a 2500 études dans le monde qui montrent que plus on travaille, plus on émet du carbone. Et oui, Sandrine Rousseau, que ferions-nous sans Sandrine Rousseau? Nous serions perdus sans Sandrine Rousseau. On va reparler du travail et du carbone. Mais en attendant, on va parler de l'Académie des Césars. Et oui, vous savez, les Césars du cinéma qui sont effectivement décernés tous les ans. Et là, l'Académie a pris des résolutions assez parlantes. La honte doit changer de camp. Victime, on vous croit. Qu'est-ce que ça veut dire? On en parle tout de suite avec Maître Ludo, qui est avocat au barreau de Reims. Et à quoi ça renvoie cette résolution d'écarter tout ce qui peut rapprocher du harcèlement, etc. Et puis, nous allons évidemment parler de Sandrine Rousseau, magnifique. Elle a encore sorti l'une de ses perles dont elle a le secret. Et en seconde partie, nous allons recevoir, je l'ai interviewé à Brazzaville, c'est un entretien exclusif, avec Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo. Très intéressant parce qu'il va parler de l'identité, de l'Afrique, de l'Europe, des identités. Lui qui est un petit enfant de la Brousse, d'un petit village de 150 habitants. On a passé 1 heure et demie à parler de tout cela, entre 13h et 14h. Écoutez, c'est très, très, très instructif. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Chaque année, ils décernent leur prix. Et puis là, eh bien, il y a des codicilles, il y a des conditions qui ont été ajoutées. Et effectivement, on peut se poser des questions. Alors voilà, l'Académie César aurait décidé de mettre en retrait pour sa prochaine cérémonie, donc en 2023, les personnes mises en cause, entre guillemets, pour des faits de violence. D'ailleurs, il y a des philosophes comme Sabine Procoris et d'autres, ils disent, attention, un dangereux précédent peut être ouvert et, justement, présomption d'innocence ou présomption de culpabilité. Nous sommes avec Maître Ludo, qui est avocat au barreau de Reims. Bonjour, Emmanuel Ludo. Vous représentez notamment l'association Robin des Lois, je dis bien des lois et non pas des bois, qui, si j'ai bien compris, s'occupe des gens visés par des présomptions de culpabilité avant même d'être jugés, ils sont coupables. C'est un peu ça? L'idée, c'est de préserver leur dignité jusqu'au bout. Jusqu'à une déclaration définitive de culpabilité et faire en sorte qu'on les préserve jusqu'à cette, non pas la porte du tribunal, mais jusqu'à une décision définitive. Alors évidemment, on assiste aujourd'hui à un phénomène qui est très inquiétant, qui est le phénomène du tribunal populaire, des accusations qui sont lancées à l'encontre de telle ou telle personne publique, qui se voit reprocher des faits souvent prescrits. Je pense notamment à Patrick Poivre d'Arvor, et qui vont se retrouver sur le feu, non pas de l'actualité, mais des accusations. Patrick Poivre d'Arvor, tout n'est pas prescrit, paraît-il. Mais enfin, voilà, bon. Et qui vont devoir arrêter leur carrière, ne plus s'exprimer, vivre dans une espèce de cachot, un cachot médiatique. Et là, on a le point culminant de ce phénomène inquiétant, c'est l'Académie des Césars qui se politise de plus en plus et qui va décider d'écarter toute personne qui, de près ou de loin, récemment ou dans les temps plus lointains, aurait été touchée par une accusation, quelle qu'elle soit. Alors, le lynchage médiatique, personne n'y met fin. On a un ministre qui n'intervient pas. Vous ne pouvez pas empêcher la liberté d'expression aussi. Je veux bien qu'elle prend quelquefois des dimensions désagréables, Maître Ludo, mais bon, est-ce que s'il y a des présomptions quand même, je dirais, je suis d'accord avec vous pour la justice, mais en même temps on peut en parler, sinon on ne parle plus de rien.
Est-ce que c'est le rôle de la presse de relayer des accusations qui ressortent souvent de l'intime, de la vie strictement privée? Est-ce que c'est pas du ressort du procureur de la République? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a inversé les choses. Oui. On va d'abord devant les médias, on accuse devant les médias, et si nécessaire, on va voir le procureur de la République. Et le procureur de la République, il enquête ou il enquête pas. Si c'est prescrit, il enquêtera pas. Si c'est pas prescrit, il enquêtera, et si effectivement les faits sont avérés, il y aura des poursuites. Oui, mais vous êtes avocat, vous comprenez qu'il y a des victimes qui ont subi des choses, et il y a eu des choses vraies, il n'y a pas que des imaginations. Des victimes qui ont subi ou des harcèlements, ou des viols, ou quoi que ce soit, qui les ont marqués quelquefois à vie, vous comprenez qu'ils n'ont pas envie d'entendre 10 ans, 15 ans ou 20 ans pour réagir. On peut comprendre. Vous êtes avocat, vous pouvez comprendre ça. Je peux comprendre que la présomption d'innocence, aujourd'hui, elle est totalement foulée aux pieds. Elle n'existe plus, c'est fini. Et elle n'est pas respectée. Qui doit la faire respecter? Est-ce que c'est pas le garde des Sceaux qui doit la faire respecter? Très important. La prescription, pourquoi on a mis en place une prescription dans les sociétés démocratiques? C'est parce qu'on a le droit à l'oubli. On a le droit à l'oubli. Donc ce sont deux principes qui aujourd'hui sont effectivement totalement martyrisés. Et ça c'est grave, c'est inquiétant. Alors, si je m'appelle Monsieur Dupont-Durand, je suis accusé par ma voisine de l'avoir agressé sexuellement dans les années 80. Bah, c'est pas très grave. Je suis Monsieur Dupont ou Monsieur Durand. Sauf que ça touche les personnes publiques, c'est-à-dire qu'on cherche à les atteindre par effectivement la profession qu'ils exercent. Et ce sont des gens qui effectivement vivent un véritable martyre. Oui, mais enfin, est-ce que la profession qu'ils exercent quelquefois ne leur a pas permis d'abuser justement de leur statut pour séduire, quand je dis séduire, pour essayer d'obtenir des faveurs qu'ils n'auraient pas obtenues autrement, vous le savez. Dans les cas que nous avons tous en tête, il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'affaires strictement privées, on ne va pas citer le nom de ces personnes, le mal a déjà été fait suffisamment à leur encontre. Mais ce sont effectivement des affaires privées. Ce sont les enfants, ce sont les belles-filles qui accusent, souvent avec une relative inquiétante tardiveté. Non, il y a deux problèmes. Il y a le problème de la présomption d'innocence qui n'est plus respectée, et il y a le problème de l'utilisation ou de l'instrumentalisation de la culture en France. L'Académie des Césars n'est pas faite pour régler des comptes. Elle n'est pas là pour ça. Et là, la ministère de la Culture aurait dû y mettre le holà, et le garde des Sceaux aussi. Notamment, alors vous citez le film, on peut en parler, le film sur les amandiers, le film de Bruni Tedeschi. Valérie Bruni Tedeschi. Voilà, et où l'un des acteurs est accusé de viol, et donc on a décidé de le retirer. Il avait peut-être une récompense au César, et il n'en est plus question. Ah, écoutez, ce jeune garçon, la justice s'intéresse à son cas, fait son travail. Vous dites, pour le moment, il y a présomption d'innocence, il n'est pas condamné. Il y a une présomption d'innocence, on doit les fiche la paix. Il faut bien déconnecter sa vie personnelle de sa vie culturelle. C'est un garçon qui apparemment a fait du bon boulot dans ce film-là, qui doit être récompensé, et on le prive de sa récompense. Imaginez un instant que ce dossier pénal se termine par un non-lieu. Est-ce qu'on va lui rendre le César qu'on aurait dû lui donner? On ne lui rendra jamais. Et sa carrière est malheureusement terminée. Vous dites on mélange effectivement les genres de ce point de vue-là. On amalgame. Tout est amalgamé aujourd'hui. Plus rien n'est respecté. Qui aujourd'hui doit siffler la fin de la partie? À qui ça revient de dire stop? Ça suffit, c'est pas le moment. Revenons à des comportements raisonnables et des comportements courtois. Eh bien, il y a deux ministres. Il y a le ministre de la Culture, qui est aux abonnés absents. On ne sait même pas qui c'est. Dame très certainement charmante, mais totalement transparente. Oui, elle ne parle que de censure pour telle ou telle chaîne de télévision et de radio. Et le garde des Sceaux. Je veux dire que si on avait été à l'époque Mitterrand, avec quelqu'un comme Jack Lang, ça ne se serait pas passé comme ça. Ça ne se serait pas passé comme ça. Mais justement, alors, Maître Ludo, que vous pensez, là, il a eu son César, mais que vous pensez, est-ce que c'était déjà les prémices, l'affaire Polanski, et les manifestations qu'il y a eu dans la salle au moment où on a décerné le titre, l'Oscar de la meilleure réalisation à Roman Polanski, qui d'ailleurs n'était pas présent dans la salle parce qu'on s'attendait à des manifestations. Vous en avez pensé quoi? J'en ai pensé que c'est du gâchis. Polanski, c'est l'un de nos plus grands cinéastes, vraiment,
qui dans la salle connaît le dossier Polanski, le dossier pénal Polanski? Personne. Qui a accès à son dossier? Qui sait si effectivement il est ou il aurait pu être coupable? Personne. On ne connaît rien de son dossier, on ne connaît que des rumeurs, Et alors, on parle. alors que c'est un homme qui n'a jamais été condamné. Voilà, sa vie est fichue. Oui, et donc pour vous, le problème, c'est de rétablir le droit et la justice. C'est-à-dire que, en fait, vous seriez pour... Vous dites, il y a une irruption, et on le sait d'ailleurs depuis des années, déjà même avant MeToo, etc. Et c'est très intéressant. C'est vrai, il y a eu aux États-Unis l'affaire Weinstein, le fameux producteur de Miramax, etc. Avec toutes ces actrices qui venaient le voir et puis qui se sont désolidarisées en disant ce salaud de violeur, c'est possible d'ailleurs que ce soit un salaud, et bon, probable. Mais vous dites, attention, on ne peut pas, la vie privée doit rester privée, c'est ça, en fait. La vie privée doit rester privée, mais si vous voulez, la présomption d'innocence, lorsque vous ne la respectez pas, que vous accusez à tort, il n'y a pas de sanction. Si ce n'est une sanction civile, article 9 du Code civil, autant dire rien du tout. Si on décide de réformer le Code de procédure pénale et de dire qu'à chaque fois que l'on viole la présomption d'innocence, on sera puni et que c'est une infraction pénale, croyez-moi, on fera attention à ce qu'on dit. Il suffit de rajouter un article dans le Code de leur Code pénal. Toute violation de la présomption d'innocence sera punie de 3 mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Pointe à la ligne. Et ça, est-ce que politiquement on est prêt à le faire? La réponse est non. Oui, parce que vous allez vous attirer les protestations plus que véhémentes des MeToo, etc., etc. Ça va faire du monde, c'est vrai. Et la presse, je ne vais pas la citer aujourd'hui, il y a une certaine presse qui tout de même a été très très loin dans la violation de la présomption d'innocence. C'est pourtant une presse qui généralement nous donne des leçons de morale et des leçons d'éthique. Oui. Et en fait, donc vous dites, en ajoutant cet article, enfin ce que vous recommandez éventuellement, c'est en ajoutant cet article en disant on ne parle pas des choses tant qu'elles ne sont pas jugées. Sauf que, juste, je me fais non pas l'avocat, non pas, mais d'avocats de tous ces mouvements aussi, qui ne sont pas Robin des Lois, mais qui sont MeToo et puis beaucoup d'autres. Sauf que vous savez très bien, et c'est pas à vous que j'enseignerai ça, vous le savez mieux que moi, que la justice, quelquefois, peut prendre beaucoup de temps. Alors c'est bien, sauf que les gens qui ont été véritablement sanctionnés, il y a peut-être aussi à revoir ça. Peut-être qu'on pourrait accélérer certaines procédures et pas que les gens attendent, qui ont été véritablement victimes, hein, parce qu'il y en a de véritables victimes. Faut pas dire, ce sont pas des victimes imaginaires, beaucoup en tout cas. Peut-être pas toutes, mais beaucoup. Eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi faire en sorte de raccourcir les procédures et pas qu'on attende 10 ans, 15 ans, parce que je peux comprendre quelqu'un qui a été vraiment maltraité à tous les niveaux, quel que soit le niveau de la maltraitance, et qui dit alors moi, c'est rien, moi, mon bourreau, entre guillemets, coule des jours heureux, paisibles, pendant 10 ans, 15 ans, jusqu'à ce qu'il y ait la justice, et puis moi, ma vie est foutue. Là aussi. Ça joue. Ce sont des cas exceptionnels. Mais vous savez, une justice trop rapide, c'est une justice expéditive. C'est une justice qui est rendue dans l'émotion. Ce qu'on appelle le trouble à l'ordre public. Il faut qu'il s'apaise. Il faut qu'on puisse prendre du recul, de la hauteur. Et on a besoin de temps. La justice, elle a besoin de temps. Donc moi, je ne suis pas pour des procédures expéditives. Parce que généralement, ça mène à des décisions qui sont de mauvaises décisions. Pensez à ce qu'on appelle les comparutions immédiates. Vous savez, des gens que l'on attrape le samedi soir et qu'on va juger le lundi matin. On n'a pas le temps de voir le dossier. Les magistrats vont survoler le dossier. Et il va repartir avec 1 an, 2 ans de prison, alors qu'on n'a pas creusé la personnalité, on n'est pas allé regarder au fond des choses. Méfions-nous de ceux qui demandent que les délais soient raccourcis. Oui, mais Maître Ludo, vous parlez de cachot pour certains. Imaginez le cachot pour les victimes. Les vraies victimes. Alors ça, vous n'y pensez pas. Ça joue, les cachots. Mais je suis sensible à la parole des victimes et je suis sensible à leurs droits. Elles ont des moyens véritablement. Est-ce qu'elles les utilisent ? Souvent, elles n'ont peut-être plus la force de le faire. Elles ont peut-être frappé à la mauvaise porte.
Mais quand on veut donner un coup de pied à un dossier, croyez-moi, on sait donner des coups de pied et on sait effectivement où le donner et comment le donner. Donc, le Robin des Lois, on voit très bien où ça veut aller. Pour vous, de toute façon, l'Académie des Césars devrait corriger le tir et ne pas... Enfin, il ne le fera pas, en tout cas. Elle ne le fera pas pour le moment. Mais elle devrait corriger le tir. Effectivement, c'est tout le problème au fond... Ce que vous posez aussi, c'est le problème des opinions. Par là, on sait que tel ou tel écrivain, on ne va pas les citer tous, ont été soit antisémites, soit racistes, soit, etc., appel à la haine. Et c'est en même temps un très grand écrivain. En fait, vous posez un problème qui va au-delà de la justice, c'est un problème de fond. Ah oui. Céline est un salaud, oui. mais Céline écrit bien. Oui. Et je lis Céline. Oui. Céline est une ordure, mais Céline est un grand écrivain. Absolument. Oui, non, mais vous avez raison. Et en même temps, je vous dis, c'est terrible, mais je crois, sans parler de justice expéditive, et je voudrais terminer là-dessus, est-ce que vous ne croyez pas qu'il faut aussi juger au cas par cas? Il y a certains cas et certaines affaires qui sont évidentes. Sûrement pas celle du film les Amandiers, mais il y a certaines affaires qui sont évidentes où les faits, et la police est venue, les juges d'instruction ont vu. C'est plausible. À ce moment-là, peut-être qu'il ne faudrait pas attendre 10 ans avant de rendre des sentences. Certainement, mais pour terminer sur le propos, est-ce que c'est le rôle de l'Académie des Césars de s'ériger en justicier? La réponse est non. Ouais. Eh bien, écoutez, on va suivre ceci, on va voir ce qui va se passer à l'Académie César. Merci, Maître Ludo. Merci à vous. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Le projet de loi, on sait qu'il va y avoir les grandes manifestations jeudi, etc. Alors, le travail, c'est dur, c'est pas dur, évidemment, ça dépend des travaux, ça dépend des occupations, ça dépend des statuts de chacun. Généraliser sur une date, un âge ne veut rien dire. Tout dépend de ce que font les personnes, pas seulement sur la pénibilité, pas seulement sur le télétravail, pas seulement sur le transport. Encore une fois, ériger des lois pour tout le monde en même temps que pour le milliardaire et pour le pauvre n'a aucun sens. Évidemment, il faudrait faire comme les impôts de ce point de vue-là. Mais heureusement, nous avons Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, comme vous le savez, intervient très souvent dans les médias et à chaque fois, c'est pour notre plus grand bonheur, je dois dire, parce que c'est vrai, ces phrases sont tellement frappées au coin du bon sens, de la lucidité, de la mise en perspective et du, je dirais, du mot juste que, voilà, ça fait notre bonheur. Et notamment, Sandrine Rousseau a parlé là très récemment sur les ondes et on l'a interrogée sur le travail. Et voici ce qu'elle a déclaré. Écoutez. Et il y a quelques mois, bien sûr que vous aviez fait réagir en disant moi je revendique le droit à la paresse. Est-ce que c'est encore ce que vous dites aujourd'hui? Mais tout à fait, parce que c'est profondément écologique et parce que c'est profondément social. Pourquoi écologique? Parce que il y a 2500 études dans le monde qui montrent que plus on travaille, plus on émet du carbone. Et qu'en fait, la réduction du temps de travail est une mesure écologique. Et c'est aujourd'hui que ça se joue, la question écologique. On a une urgence écologique. Alors, on a une urgence écologique. On a une urgence écologique. Alors ça, je vais vous dire, c'est la révélation scientifique du siècle. Travailler provoque une éruption de carbone. Plus on travaille, plus on émet du carbone. Donc, plus on pollue, plus le CO2 se répand. Moi, je croyais que c'était soit le P des vaches, soit un certain nombre de choses qui faisaient effectivement l'éruption du CO2. Pas du tout. Travailler, c'est émettre du carbone. C'est donc polluer. Qu'est-ce qui va se faire de ce point de vue-là? Eh bien, Sandrine Rousseau nous donne la réponse. Auditeur du Sud Radio, nous on a décidé, voilà, on va lever le pied. Je vais parler très lentement. Je vais essayer de faire un peu moins d'émissions. Je vais essayer de faire 10 minutes au lieu de 1h30. Oui, parce que je sais, en vous parlant comme ça, je suis désolé.
selon Sandrine Rousseau, j'émets du carbone. Vous imaginez, je suis en train de polluer la Terre. Et pas seulement moi, Lucien Gasparac en train de s'agiter avec du papier, Thibaut Sadler en train de pianoter avec sa machine. Tout Sud Radio émet un carbone de folie. On est en train de polluer, vous tous, et vous toutes, auditeurs, auditrices de Sud Radio. Vous imaginez, quand vous allez au travail, vous émettez du carbone. Alors il faut diminuer. Alors Sandrine Rousseau dit allez, on va faire quoi, 32 heures, 4 jours. Mais non, Sandrine. Encore un effort, Sandrine Rousseau, pour devenir vraiment républicaine dépolluée. 2 jours, 1 jour. Allez, on travaille lundi. Allez, ou mardi. Voilà ce qui se passe au pays des grands porte-paroles de l'écologie combattante, combative et combattue. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et on voulait pas parler de ça, et pourtant, oui, on avait parlé du ministère de la Culture avec Maître Ludo, et Maître Ludo se demandait, mais que fait le ministère de la Culture ? En 2 mots, Rima Abdul Malak, on l'entend pas beaucoup, c'est vrai, mais attention, elle a donné une interview au Monde, et elle a dit attention au patron de C8 et de CNews. Attention, s'il ne respecte pas le pluralisme des opinions, eh ben, pan cucu. Et oui, le Monde, le journal Le Monde a dit oui, il y a eu débordement dans l'émission Touche-moi à mon poste sur C8. Et alors, les réponses accordées par l'ARCOM, la haute autorité, effectivement, eh bien, elle répond ceci, Rima Abdul Malak. Lorsqu'on arrivera, c'est très simple, il faut responsabiliser les présentateurs, les chroniqueurs, mais aussi les patrons de chaîne, pour leur rappeler que l'autorisation d'utilisation gratuite de leur fréquence s'accompagne d'obligations, comme celle de traiter les affaires judiciaires avec mesure, celle de respecter le pluralisme des opinions, etc. Et elle ajoute, lorsqu'on arrivera en 2025, au moment de l'analyse de leur bilan pour la reconduction de leurs autorisations de diffusion, l'ARCOM saura regarder comment elles ont respecté ces obligations. Traduction, attention, on vous attend au tournant. Juste, Madame la Ministre, est-ce que vous pourriez aussi dire la même chose au service public de France Télévisions notamment, et peut-être de France Info ou de France Inter, sur le pluralisme des opinions et le respect du pluralisme des opinions? Ce serait pas mal. Vous avez la tutelle du service public. Là, on vous entend pas du tout. Oui, on vous répondait à une question sur C8 et CNews, mais absolument pas sur le service public. On vous interroge pas là-dessus, donc vous n'avez rien à dire sur l'extraordinaire diversité des opinions présentes dans le service public. On aimerait vraiment vous entendre, Madame la Ministre, je vous assure. Ça vous ferait du bien, mais à nous aussi. Tout de suite, un face-à-face inédit. André Berkov s'est rendu à Brazzaville pour s'entretenir avec Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo. 1 heure d'interview est retrouvée dès maintenant sur Sud Radio. À tout de suite. Alors, Monsieur le Président, que je voudrais que l'on commence par parler. J'ai pris quelques... En fait, ce qui est très intéressant, on commençait à en parler entre Edou, Dolizy, Owando, sur cette éducation et cette enfance. Vous parlez déjà de 3 choses et j'aimerais que vous avez dit, il y avait ces professeurs, ces éducateurs, etc. Mais vous dites quelque part, et c'est vraiment là, vous dites qu'il y avait 3 choses principales quand c'était la colonisation: l'administration, l'église et les concessionnaires. C'est exact. Voilà. Alors, juste ceci, vous dites, à un moment donné, on nous a appris la francité à coups de fouet. Et vous dites, on vous a chanté, la France est belle, son destin est béni, vivons pour elle, vivons unis. Voilà. C'est cela. Alors, en fait, est-ce que c'est, au fond, il y a eu les avantages et les inconvénients? Je voudrais que vous nous disiez aujourd'hui, avec le recul, pour vous, cette culture qui était à la fois cette église universelle, cet ancien en disant voilà, c'est les enseignements pour tout le monde et tout ça, et puis vos traditions, je parle de tradition, c'est, vous savez, ces jardins, c'est ce qui se passait dans certaines forêts, ce que vous racontez aussi par rapport à ceux qui ont été engagés et qui n'ont pas, on leur a dit surtout, vous n'allez pas au service militaire, vous n'allez pas vous battre, et on a pu les rapatrier. C'est voilà. Exact. Alors, mais on ne va pas reparler. On n'a pas le temps de parler de toute la colonisation. J'ai dit
que la colonisation, je parle de la France, elle s'est appuyée sur 3 piliers. Et il y avait l'administration, il y avait l'Église catholique, et il y avait les compagnies concessionnaires. C'est ça. Bon, parce que, appelons les choses par leur nom, la colonisation, c'était quand même comme but principal, pas le développement le développement véritable des territoires. C'était pas le but. Le développement, je parle du développement. Développement, oui. Et le but, c'était quoi, alors? Le but, je pense, c'était la prise en main des territoires avec leurs richesses et l'exploitation de ces richesses au profit de la métropole. Bon, j'étais jeune au collège et à Dolisie, et nous voyons passer des trains. On s'amusait à compter les wagons. On s'amusait à compter les wagons. Et nous arrivait des jours où on comptait une 50aine de wagons tirés par une locomotive, et des wagons de bois, de grumes. C'était même pas des sillages, c'était des grumes, parfois 50 wagons qui passaient sous notre nez à Dolisie et à destination de Pointe-Noire pour l'exportation. D'autres matières premières aussi. C'était le but. Et puis, les compagnies concessionnaires, et celles qui exploitaient le nord du Congo, par exemple, amenaient des marchandises. Et les populations avaient quand même besoin d'un peu de pétrole, d'un peu de savon, de pagne, je ne sais pas, de lampes tempête, des choses comme ça, qui étaient vendues. Il y avait des bateaux qui partaient du Brazzaville pour le nord du Congo. En retour, ces bateaux revenaient avec des matières premières. Ce qui a justifié la construction du chemin de fer. C'est pour le transport, c'est matière. C'était l'économie, la gestion de l'économie. C'est la gestion de l'économie. Donc, il y avait cette administration qui faisait travailler ces populations, presque gratuitement. Ma mère, je l'ai vue préparer de l'huile de palme, des palmiers, etc. Et puis, tous les 13 des mois, elle allait au bord de la rivière. Les vendre, disons vendre. Presque les donner. On lui jetait quelques pierres, quelques mois. Et elle les vendait à qui, à la compagnie concessionnaire. Qui, sur le site, avait un petit magasin de vente de pagne, de palme, de pagne, de savon, de pétrole, de sel. Bon, et quand elle avait pris ces jetons-là, elle les déposait. Pour acheter les pagnes, oui. Et elle retournait à la maison, elle n'avait pas un franc dans son panier. Et elle a laissé quelques bricoles qu'elle avait gagnées, elle a laissé au magasin de la société concessionnaire. Bon, c'est donc l'administration qui domestiquait, et appelons les choses par leur nom, les populations. Et puis les compagnies concessionnaires qui les exploitaient comme cela. Et puis la religion qui éduquait. Alors justement, quel rôle jouait la religion, ou joue la religion? Parce qu'il y a eu
est-ce qu'il y a eu il y a eu ce que vous décrivez, est-ce qu'il y a eu aussi des bonnes choses? Est-ce que ça vous a enseigné aussi, à votre avis? Je ne parle pas seulement de la religion, mais la discipline, etc. Est-ce que ça, il y a eu un côté positif ou pas? Oui, l'instruction. Parce que quand même, il faut dire que l'Église catholique, plus que l'administration du reste, a mis en place des écoles qui a appris, c'est elle qui a appris à lire et à écrire. Hein. Et a mis en place des écoles, a formé... C'est l'Église qui a fait des écoles. Plus même que l'administration. Je prends un pays comme la République démocratique du Congo. Je crois que même ici, chez nous, l'enseignement était confié à l'Église. L'enseignement. Et l'administration avait confié l'enseignement à l'Église. À l'Église. D'accord. Qui a formé, qui a instruit d'abord à la base et a formé à travers ces écoles des cadres de grande valeur. Il y a eu l'éducation. C'est ça. L'enseignement, disons-le comme ça. Qui était un aspect positif. Oui, quand même, parce qu'on a formé des cadres. Ouais. Mais dans le fond, c'était quand même une espèce de domestication de l'ensemble des populations. Alors justement, c'est très intéressant parce que dans votre livre, dans le début de votre livre, vous parlez de cela. Et il y a aujourd'hui, je fais des allers-retours entre évidemment les années 50, 60 et 2022 où nous sommes, parce que vous avez justement tout ce recul et été aux affaires que vous avez été. Et c'est très intéressant parce que vous parlez en même temps, justement, de ce côté, comment vous dire, qu'elle a joué, alors justement, avec l'Église et pas contre, etc., le côté des rituels, je parle d'une certaine magie, voilà, des traditions, je ne dirais pas animistes, mais enfin, qui existent toujours en Afrique. Les valeurs culturelles. Les valeurs culturelles, voilà. Valeurs culturelles, oui. Et on peut dire que, bon, ce matraquage n'a pas tout détruit. Il y a eu quand même, quelque part, un peu de résistance, mais on a gardé jusqu'aujourd'hui. Oui. Jusqu'aujourd'hui. Et quelques valeurs culturelles. Et quelles sont-elles, ces valeurs culturelles, justement, Monsieur le Président? Bon, l'initiation, dont je ne veux pas parler, parce que des organisations secrètes ont leurs règles. Et moi, je suis notable. J'étais initié, j'avais peut-être 5-6 ans. Oui. Et puis, j'ai évolué aussi dans ce milieu au contact des anciens et des enseignements. La sagesse, la philosophie. Des anciens. Anciens, oui. Et ça se transmet encore? Écoutez, imaginez que nos sociétés anciennes, nos sociétés traditionnelles, chez nous, il n'y avait pas la prison. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas la prison. Vous voyez, nos sociétés ont fonctionné. Et sans la prison. Et était basée simplement sur l'éducation et le respect des règles. Le respect des règles. Et chacun respectait les règles. Respectait les règles. Et quiconque ne les respectait pas redoutait le mauvais sort. C'était pas la prison, mais le mauvais sort. Il comme par hasard, il rencontrait le mauvais sort. Il était puni. Et il était dit que, celui-là, il n'a pas voulu respecter les règles. Il n'y avait pas de prison. Nos sociétés ont fonctionné sans prison. Mais le respect rigoureux des règles. Aujourd'hui, on parle de corruption, on parle de vol, et on parle violence, nous avons grandi dans des villages où on ne connaissait pas la clé. On ne fermait pas à clé quelque chose. Ah oui, aucune porte n'était fermée à clé. Aucune porte n'était fermée à clé. D'accord.
C'était notre éducation. Aucune porte. Personne ne pouvait penser qu'on pouvait voler. Quelqu'un voyageait, il tirait sa porte, il mettait un bois en travers à l'extérieur, c'était fermé. Et puis, il pouvait voyager et revenir. Il ouvrait sa maison et n'avait aucune... Il n'y avait pas de clé. C'est l'éducation. De génération en génération. C'était ça l'éducation. Il était interdit de toucher à ce qui appartenait à autrui. Et d'ailleurs, dans votre livre, enfin, c'est très... Votre mère qui vous dit, maintenant que tu es président... Absolument. Absolument. Ouais. Parce que c'était la règle. Et ce qui appartient à autrui, il ne faut pas toucher. C'est ça l'éducation. Et c'est dans des cercles d'initiés que ces principes étaient inculqués aux jeunes initiés, surtout les notables, de génération en génération. Et est-ce que vous pensez que cette Afrique de l'initiation, enfin, en tout cas, existe encore ou c'est fini? Oui, elle existe encore. Existe encore. Malheureusement, je ne pourrais pas vous amener au temple. Mais oui, si vous arrivez vous allez dans nos villages, vous rencontrez des notables. Des initiés. Des initiés. D'accord. Qui fonctionnent selon ce régime. Et est-ce que vous pensez que justement, alors là, m'intéresse beaucoup d'avoir de votre avis d'aujourd'hui, de président, d'homme de pouvoir, est-ce que je dirais, cette cohabitation, cette coexistence, et ça se passe dans le monde, mais en Afrique, c'est très entre la tradition, l'initiation, la transmission, et cette espèce de monde, de mondialisation, pas seulement occidentale aujourd'hui, mais totale, on va reparler de tout ça. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui de contradictions, ou en fait, ça peut tout à fait marcher ensemble? Bon, je ne sais pas si... Je suis pas sûr que cela pourrait marcher ensemble, parce que les buts poursuivis ne sont pas les mêmes. Les buts poursuivis ne sont pas les mêmes. Et il y a des organisations qui poursuivent les buts d'enrichissement à tout prix, quels que soient les moyens employés. Il y a les rentabilités, les profits. Bon, dans les autres ordres, ce sont des règles de droiture, de morale, de vie, même simple, mais rigoureuse. Je ne crois pas que les buts soient les mêmes. Oui, les buts sont sûrement pas les mêmes. Les buts ne sont certainement pas les mêmes. Oui. Le problème, c'est effectivement, ça se mélange. Bon, ça cohabite, mais les buts ne sont pas les mêmes. Alors, les buts ne sont pas les mêmes. Alors justement, vous racontez un peu votre adolescence, et c'est très intéressant, on en a parlé hier un tout petit peu, quand vous racontez que pieds nus et en short, vous alliez faire vos 100 km entre Edou, mon village, et Ouando. Ouando, aujourd'hui, Fort-Roussé à l'époque, sous la colonisation. Voilà. Oui. Et en fait, est-ce que ce goût de l'effort, c'était naturel? C'est-à-dire, tous les garçons de votre âge de l'époque, c'était pas un problème de dire, allez, on va faire tant de kilomètres à pied, c'est comme ça, c'est normal, c'est la vie. Bon, c'est malheureux à dire, mais c'est pas tout le monde qui avait fait ce choix. Bon, nous sommes entrés à l'école en octobre 49. On était une vingtaine de tous les âges. Oui. Au CP1, mais de tous les âges. Mais vous aviez 6 ans, enfin à peu près. 6-7 ans. Peut-être. Ouais. Bon, je dis souvent 7. Et parce que 4 ans après, j'en avais peut-être 11. Alors, mais tous ne sont pas partis. Au moment de faire les 100 km, tous n'avaient pas la volonté de le faire. Tous n'avaient pas la volonté de le faire. Et nous sommes partis, on était une demi-douzaine seulement. Ah d'accord. Les autres sont restés. Et ils sont au village. Et quand je vais dans mon village,
ils sont paysans au village. Des paysans de mon âge. Ils étaient d'ailleurs plus âgés que moi. Je crois qu'ils ont peut-être 84, 85 ans. Je les retrouve au village, dans mon village. Je les retrouve là-bas. Et puis bon, on se remet ensemble. On prend un verre. Et puis on raconte notre histoire au village. Mais eux, ils n'avaient pas choisi de partir. C'est ça. Ils sont restés. Et donc, c'est pas comme ça, tout le monde qui décide. Et pour vous, c'était le moteur de partir comme ça, c'est l'envie de s'instruire, de dire je veux m'instruire. Sûrement. Et contre l'avis de ma mère, par exemple. Ah oui, elle comprenait pas que cette chose soit possible. Contre son avis, oui. Elle voulait que vous restiez au village, quoi. C'était l'aventure. Et elle me perdait, j'allais mourir de faim, de maladie quelque part. Elle me perdait, en gros. Et elle n'a pas permis ça, elle m'a poursuivi. Quelques 3 premiers kilomètres, elle était là, elle me parlait. Mais tu es fou, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, j'ai obtenu quand même. Et à 6-7 ans, vous disiez, si je ne m'instruis pas, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui... Quelle était la volonté? C'était de s'instruire sûrement. S'instruire sûrement, ils n'étaient pas seuls, nous étions 6 ou 7 à partir. Les autres sont restés et ils n'ont pas été punis par les parents pour ça. Ils sont restés et nous sommes partis. Voilà. Et après, bon, vous racontez tout cela très bien, puis comment vous... Enfin, le lycée, les professeurs que vous avez eus, les éducateurs que vous avez eus, et puis l'armée. Puis l'armée. L'armée. Accidentellement. Accidentellement, absolument. Ah oui, tout à fait. Vous ne vouliez pas devenir militaire? Mais je ne pensais pas à ça. Accidentellement. C'est peut-être le destin aussi, on ne sait jamais. Mais c'est accidentellement, l'armée. Déjà, j'avais vu mon frère sur le point d'aller en Indochine. Oui. J'étais tout petit. Je ne sais pas, CP2 peut-être, je ne sais pas quelle année c'était. Et vers les années 50, j'étais CP1, CP2 peut-être. Bon, j'ai vu mes parents s'opposer. Au départ de mon frère pour l'Indochine. Bon, donc l'armée, je pensais à tout sauf à l'armée. Mais c'est mon professeur. Il ne comprenait pas que j'arrête d'étudier pour aller enseigner. J'étais d'abord trop jeune, et puis il pensait que je pouvais réussir autre chose. Maurice Pendler de Haute-Savoie. Oui, vous en parlez. Et c'est lui qui vous a orienté en disant... Complètement. Ah, c'est lui qui vous a dit, mais enseigner, qu'est-ce que tu vas enseigner? Tu vas. Il y a un concours, il a lu dans les journaux. C'est lui qui a lu l'appel dans les journaux. Et il dit, mais il y a un concours ici. Hein? Il y a un concours ici qui va vous donner la possibilité de continuer d'étudier. Je dis, c'est quel concours? Oui, vous allez devenir officier. Ah bon? Il y a un concours. Oui, passe ce concours. Et non seulement tu vas continuer d'étudier, au lieu d'aller enseigner, mais tu deviendras officier pour l'armée de ton pays. Ah bon? Machinalement, j'ai passé le concours. Sur son conseil, je ne savais pas ce que c'était l'armée, l'école. Comme quoi, comment la vie prend des entourés, c'est pour ça. Exact. Oui, 61, donc, puis vous rentrez militaire, parachute, officier, parachutiste, etc. Toutes ces années. Oui, toute l'aventure. Toute l'aventure, absolument, qui commence. Jusqu'au grade de général aujourd'hui. Général. Ah bien oui. C'est mieux que doyen, général. Hein. Non, mais ça, en dehors de... Non, mais c'est... Alors, dites-moi, et les idées... Alors, justement, c'est intéressant, parce que vous avez fait partie de cette génération, qui était la génération des révolutionnaires.
on se rappelle, la Bandung, le tiers-monde, les engagés Amérique du Sud, Afrique, Asie, tout ça. Et vous avez été complètement là-dedans. C'est quoi? C'était le souci d'égalité, de justice. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ces idées révolutionnaires de l'époque? Je parle des années 60. La libération tout court. La libération. Oui, tout court. Et bien, jusqu'aujourd'hui, les peuples aspirent à la libération. Les peuples veulent vivre libres, en coopération avec d'autres, des échanges, avantages réciproques. C'est pas plus que ça. Libération nationale. Tous les peuples aujourd'hui aspirent à cela. C'est pas fini. C'est clair. C'est clair. C'est pas fini. Mais justement, et simplement, à l'époque, c'était encore l'URSS, c'était les États-Unis, l'URSS, la guerre froide, enfin, c'était la grande époque de la guerre froide, puisque ça n'a fini qu'avec, enfin, fini, c'est pas fini, mais... Et est-ce que c'était l'idée, vous dites la libération, mais la libération au niveau... À l'époque, je me remets dans le Denis Sassou Nguesso de l'époque, c'était la libération pour son peuple, c'est-à-dire le Congo, c'était la libération plus générale, c'était plus mondiale, internationale, puisque c'était l'international. La libération pour tous les peuples. C'est ça. Dans les nôtres. Dans les nôtres, bien sûr. La libération pour tous les peuples. Parce que bon, on a souvent dit que c'était du communisme, tous se sont engagés. Bon, Mandela, c'était pas un communiste. Mandela, c'était pas un communiste. Il s'est mis avec les communistes parce que les communistes soutenaient cet idéal de libération. C'était pas un communiste, Mandela. Et il s'est mis avec les communistes. Même Castro n'était pas un communiste au départ. Castro n'était pas un communiste au départ. Mais les peuples luttaient pour leur libération. Ils obtenaient le soutien de ces pays de l'Est qui étaient communistes. Ils obtenaient leur soutien. Ils ne pouvaient pas refuser le soutien. Puisque, appelons les choses par leur nom, l'OTAN, prenons le cas du Portugal, l'OTAN soutenait Salazar. À l'époque, oui. Et Franco, enfin bon. Et Franco. Prenons Salazar. Franco n'avait pas de colonie ici. Oui, c'est vrai, Salazar. Franco, Salazar. L'OTAN soutenait Salazar. Le pacte de Varsovie soutenait les mouvements de libération. Ces mouvements de libération n'étaient pas devenus communistes. Le FLN n'est pas communiste, ne l'était pas non plus. Non. Mais il bénéficiait du soutien du pacte de Varsovie. C'est là où il y a eu un amalgame. Hein? Oui. Il y a, au fond, c'est seulement la volonté de libération des peuples. C'est ça. C'est-à-dire, je vais avec la personne qui peut m'aider. Qui me soutient. Voilà. Et après, il y a eu amalgame, on a mis le communisme partout, c'est pas vrai. Vous n'avez jamais adhéré, vous, marxiste-léniniste pur et dur? C'est le cas particulier du Congo. Mais c'est pas généralisé. C'est pas général, hein. Mais pourquoi le Congo? C'est intéressant. Comment? Pourquoi le Congo a été plus séduit par les idées parce que l'élite ici au Congo est formée en France et était proche du Parti communiste français. Et quand elle est revenue ici, elle a donné l'orientation. C'est ça, bien sûr. Parce que l'élite, c'est parti de France. Eh oui, c'est parti là. Oui. Absolument. Ouais. Et alors justement, c'est très intéressant parce que j'arrive enfin, c'est toujours dans le même, et toujours dans votre livre, je suis ça parce que ce que vous racontez, par exemple, je vais citer quelque chose, La Baule en 1990, le fameux sommet qu'il y avait eu, le sommet, voilà, de la francophonie, non, c'était pas. Ah non, La Baule. La Baule, c'était le sommet de... Bon, francophone, c'était pas francophonie comme tel, c'était France-Afrique. France-Afrique, c'est ça. Francophones d'Afrique. C'est ça, les pays francophones d'Afrique, exactement. C'était des pays francophones d'Afrique. Alors justement, c'est très intéressant parce que on a parlé de l'Église, de la colonisation, etc. Et il se passe ceci, et vous en parlez, et c'est très intéressant parce que je crois que le lecteur ne se rappelait pas du tout, enfin même pour ceux qui ont vécu. Vous parlez
ça se passe exactement en juin 90. Vous êtes président déjà de la République du Congo. Et Mitterrand fait un discours. Et c'était effectivement au moment de l'effondrement de l'URSS, puisque mur de Berlin et compagnie. Exact. Et Mitterrand dit ceci, je cite, « La France liera tout son effort de contribution aux efforts qui seront accomplis pour aller vers plus de liberté. Il y aura une aide normale de la France à l'égard des pays africains, mais il est évident que cette aide sera plus tiède envers ceux qui se comporteraient de façon autoritaire. » Et vous dites, quand même, il y va fort de café. Hein. C'est un peu exagéré. Et Hassan II lui répond en parlant de schéma importé, de démocratie claire en main, etc. Or, ce problème est au cœur de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Mais bon, je parle là aux gens de la presse. Mais la liberté de presse dont on parle tant, c'est le seul discours du président Mitterrand qui a été largement diffusé. La réponse du roi Hassan II avait été censurée par la presse française. Ah oui? Oui. Totalement censurée. Totalement censurée. Ouais. On n'a pas entendu la réplique du roi Hassan II. Et je parle à la presse. Oui. Parce qu'on ne va pas nous parler de liberté de la presse. Ce n'est pas vrai. Et ça vous a inspiré quoi, vous-même, président? Je veux dire, quand vous avez entendu Mitterrand et quand vous avez entendu la réponse, mais surtout vous disiez, c'est quoi? C'est encore, on veut nous dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, parce que... Oui, mais la réponse était donnée par Hassan II. C'était quand même... il y avait quand même de la frustration, non? De la frustration, c'est ce paternalisme. On était comme des écoliers dans une salle de classe, là. Vous entendez le professeur, quoi. Oui, qui donnait des ordres. Et le roi Hassan II a répondu. La presse française a censuré le discours d'Hassan. D'Hassan II, oui. Ouais. Et effectivement, est-ce que c'est... Parce qu'aujourd'hui, on voit très bien, alors encore une fois, un certain nombre, vous savez, ce qui se passe, on va en parler un peu, mais je voudrais évidemment avoir votre avis, ce qui se passe, Russie, Ukraine, et je dirais, les nouveaux basculements du monde entre le dollar, la dédollarisation d'un côté, l'émergence, c'est plus qu'une émergence de la Chine, etc., etc. Et on a l'impression qu'on dit, écoutez, c'est très bien, mais pourquoi voulez-vous absolument que nous le développions uniquement de la façon dont vous, l'Occident, alors il y a des bonnes choses, mais on ne veut pas se développer comme vous, on veut se développer aussi différemment. Est-ce que vous êtes, vous, sur cette ligne? Est-ce qu'on a besoin d'un monde unipolaire aujourd'hui? On n'a pas besoin d'un monde unipolaire. Si on pouvait arriver à la situation où les peuples échangent, coopèrent, les avantages réciproques, la mondialisation en question. Est-ce qu'on peut arriver à une situation où les peuples libres peuvent coopérer, échanger? Et il y a toutes les possibilités pour cela. Et dans un climat de paix, c'est peut-être de l'idéalisme, mais enfin, puisque on est régi par des rapports de force, etc., sans arrêt. Ouais. Bon. On n'a pas besoin d'un monde unipolaire comme ça. Oui, pas un modèle unique. Pas un modèle unique. Voilà, qui vous obligerait. Non, on est bien d'accord. Alors, justement, de ce point de vue-là, aujourd'hui, on dit que la France-Afrique est morte et enterrée. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce qu'on est encore... D'abord, France-Afrique, c'est quoi? Alors, ce qu'on a appelé la France-Afrique... Mais oui, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Comme ça, on va voir si cela existe ou cela a disparu. Il faut définir France-Afrique, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez définir cela?
Écoutez, la France-Afrique, c'est, telle qu'elle a été définie, c'est pas la mienne, mais une espèce de communauté à la fois d'intérêt, à la fois une imbrication, qui date depuis, depuis la colonisation entre la France et l'Afrique, et qui a perduré après les indépendances de 1960, des années 58-60 de Gaulle. C'est-à-dire que ce qu'on a appelé la France-Afrique, entre guillemets, est-ce que c'est ça, ou est-ce que ça, non, c'est vide de sens, à votre avis? Bon, si France-Afrique, c'est le prolongement de ce qu'on a vécu dans les colonies françaises d'Afrique, c'est-à-dire la loi cadre de défaire. De faire, oui. L'autonomie. L'autonomie. Puis les indépendances, comme on les a vues. Puis avec la communauté franco-africaine, avec De Gaulle et Foucault. Et puis toute la suite. Si c'est cela, je crois que les jeunes générations en Afrique ne souhaitent plus cela. Je parle de jeunes. Quand on voit les mouvements, on parle de sentiments anti-français, non. C'est peut-être le refus par les jeunes générations africaines du maintien d'un schéma comme celui-là. Je pense que c'est ce qui a lieu de penser, tenter de... C'est la France qui doit faire peut-être beaucoup d'efforts pour arriver à la mise en place d'une relation avec les peuples africains, d'échanges réciproques, d'avantages réciproques. Et alors, à votre avis, les politiques... Je pense que c'est cela le débat. Et non pas que les peuples africains n'aimeraient pas les sentiments anti-français. Comme si les peuples d'Afrique n'aimaient... Au contraire, ils aiment beaucoup les Français. Ah oui, il y a tellement de liens. Ça n'a rien à voir avec les relations de peuple à peuple. C'est le changement des rapports. Et je pense qu'une réflexion devrait se faire dans cette direction-là. Et ne pas parler d'un sentiment anti-français. Vous êtes français, et vous allez dans les rues de Brazzaville, dans tous les quartiers. Aucun problème. Vous ne verrez jamais un tel sentiment. Et ça n'existe pas. Ici, comme à Bamako, comme à Abidjan, à Douala, je sais pas, Yaoundé, c'est pas vrai. Je pense qu'une réflexion devait se faire pour tenter d'amener l'établissement de relations d'un autre type. Alors, dans ce sens-là, justement, et je parle à l'homme d'État qui a traversé effectivement des décennies, vous parliez de Mali, etc. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les opérations comme Serval, comme Barkhane, qui vient d'arrêter ce qu'il y a eu au Mali, ont encore un sens, je dis un peu peut-être brutalement les choses, ont encore un sens ou pas, surtout, et c'est là où je voudrais avoir votre avis, entre, disons, la montée de l'islamisme ou d'un certain islamisme radical, la résistance entre chrétiens animistes et islamistes. Est-ce que, là je parle pas évidemment du Congo, de votre pays, je parle enfin plus continentalement, est-ce que vous pensez que la présence française militaire a encore un sens aujourd'hui? Bon, écoutez, si un gouvernement d'un pays passe des accords avec un autre gouvernement pour combattre un ennemi commun, je ne vois pas comment cela pourrait s'arrêter. Ça ne s'arrêtera jamais. Ça existait depuis la nuit des temps, cela continuera toujours. On est contre le terrorisme, contre le djihadisme, etc.
un gouvernement, quel qu'il soit de Bamako d'ailleurs, ou du Congo, etc., contacte un autre gouvernement qui combat le même ennemi, nous mettons nos moyens en commun pour cela. Et je ne vois pas comment cela devrait s'arrêter. Donc il y a une tension, il y a une lutte, il y a des guerres, il faut les assumer. Il faut les assumer, mais c'est seulement dans le cadre de ces nouveaux rapports entre États et entre peuples. C'est ça. Voilà. Mais c'est parce qu'il y a comme un grain de sable, non, dans le mécanisme. Oui, même plusieurs grains de sable, si je peux me permettre. Je ne dis pas cela. C'est parce qu'il y a comme un grain de sable. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais peut-être que les jeunes générations aujourd'hui n'acceptent pas que les forces qui veulent le statu quo, hein, du néocolonialisme, du paternalisme, des jeunes, c'est souvent des jeunes, ils ne sont plus d'accord. On peut faire l'effort, non? D'aller vers les formes nouvelles de relations entre les États d'Afrique et les autres. Je crois que les jeunes se battent pour obtenir cela. Et en tout cas, ils le montrent, c'est sûr. Et est-ce que les politiques que vous rencontrez, vous parlez beaucoup dans votre livre de tous les hommes politiques que vous avez rencontrés, d'ailleurs, c'est passionnant parce que ça va de Mao à Macron en passant par Nelson. Oui, bien sûr. Et à votre avis, est-ce que les politiques, je dirais, que vous rencontrez... Vous parlez des Africains? Alors, je parle des Africains et des Français. Est-ce que les politiques africains, alors je ne veux pas généraliser, mais enfin, est-ce qu'ils ont pris conscience de ce que vous avez pris compte de ce que vous décrivez? Je pense que oui, parce que je ne vois pas comment quelqu'un pourrait être dirigeant dans un pays sans tenir compte de l'opinion dominante dans le pays. Je pense que oui. Il reste le travail à faire de relations de la France avec les dirigeants et les peuples. Et je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire et la France on parle des autres puissances, la Chine, la Russie, les États-Unis, la Turquie, etc. Bon, mais il y a un avantage considérable, hein, l'Europe, l'Afrique. C'est le continent le plus proche de l'Afrique, géographiquement. C'est le plus proche. C'est celui qui a le plus de passé historique avec l'Afrique, des relations diverses. C'est celui qui a la langue. Les langues. Les langues, oui, non, mais c'est vrai. Les langues. C'est vrai. Toutes les langues. C'est vrai. Et puis les diasporas. Et il y a de quoi faire, non? Je pense qu'il y a de quoi faire. Donc leur Afrique, en tout cas, a un avenir. Comment? Leur Afrique aurait un avenir si on met en place de nouvelles règles de jeu, de coopération. Et l'Afrique est ce continent vierge qui a les terres, qui a les forêts, qui a l'eau, qui a les mines, qui... Bon. Toutes les richesses du sous-sol aussi, enfin tout, oui. Tout est... Bon. L'Europe est là à côté. Qu'est-ce qui empêche que l'on établisse des relations de coopération saine et que les gens n'aient pas toujours le sentiment d'être dominés ou de recevoir éternellement des leçons, etc. On peut faire autre chose. C'est vrai. Mais vous avez parlé vous-même, Monsieur le Président, des conflits d'intérêts. Et les conflits d'intérêts sont énormes. On voit très bien aujourd'hui, enfin moi je suis mais dans un certain nombre de pays, quand même on voit l'éruption et on comprend, enfin la puissance de la Chine, pour ne parler que d'elle, mais il n'y a pas que la Chine, bien sûr. Est-ce que, la question que je me pose en fait et qu'il est posée, c'est qu'on a souvent dit, mais peut-être ça a tort, mais on a souvent dit, vous avez l'avantage de la Chine et certains autres pays,
ne vous demandent pas comment vous gouvernez votre pays, votre régime interne. Eux font du travail, font des échanges, font des accords, mais ils ne vont pas vous donner, on revient au discours de Mitterrand à la Baule, oui, mais il faudrait que vous soyez comme ça, que vous gouverniez comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, tendance, qui dit, oui, ben écoutez, hein, occupez-vous de nos affaires et voilà. Mais cher ami, l'histoire du monde, nous sommes là, à Brazzaville, hier, au Brésil, et les gens sont entrés dans des bus, et les militaires, les policiers, je ne sais pas quoi d'autre. On reproduit à Brasilia ce qu'on a vécu au Capitole à Washington. Washington, oui. Bon, à ce moment-là, on peut se poser des questions de savoir qui a des leçons à donner aux autres peuples. Donc, on est quand même... il y a une période de trouble. C'est clair. Une période de trouble véritable. Pourquoi, donc, si on n'a pas atteint la perfection quelque part, qui a donc le droit de donner des leçons aux autres peuples matin, midi, soir? Voilà la question. Alors disons, c'est comme ça que vous devez être pour être des gens bien, quoi. Bien. Mais pourtant. Alors justement, votre sentiment, et après on va revenir à vous et à l'Afrique, mais j'aimerais vraiment avoir vos sentiments sur ce qui se passe, parce que l'Europe est extrêmement, non pas divisée là-dessus, mais enfin, l'Europe est bouleversée actuellement, je parle au sens le plus strict du terme, économique, militaire, haute, par ce qui se passe en Ukraine, enfin la guerre, on peut dire, Russie-Ukraine. J'aimerais avoir votre sentiment, parce qu'on a l'impression que c'est une guerre qui se passe par procuration, par personne interposée. Il y a l'OTAN d'un côté, la Russie de l'autre. Je n'aimais pas à égalité, d'ailleurs, ce n'est pas le problème. Et puis, il y a cette qui en fait, aujourd'hui, obère l'Europe. Il y a une espèce de tension énorme qui n'est pas finie. Quel est votre sentiment là-dessus? Bon, mais nous pensions que on a confusément pensé, même, mais peut-être clairement, pensé que avec la chute du mur de Berlin, le pacte de Varsovie a disparu. Bon, et pourquoi l'OTAN est là? Les pactes militaires. Et pourquoi faire? Puisque le pacte de Varsovie a disparu. Bon, des pactes militaires, pourquoi faire? Et malheureusement, on observe qu'avec cette guerre d'Ukraine, bon, c'est l'OTAN, c'est la Russie, c'est comme la survivance des idées qu'on croyait terminées. Voilà. Et bon, nous, c'est la question qu'on se pose. Bon, certainement qu'on ira vers une phase de négociation. Voilà pourquoi en Afrique, nous pensons que l'Afrique pourrait contribuer. À la négociation, vous voulez dire? Oui. En quel sens? Bon, la médiation, pourquoi pas? Voilà. Il y a quand même en Afrique des États qui s'abstiennent, qui pensent que peut-être qu'il faut aller vers... Beaucoup se sont abstenus. Beaucoup se sont abstenus, d'ailleurs. Beaucoup se sont abstenus. Absolument. Dont vous. Enfin, dont le Congo. Ouais. Et nous pensons que peut-être qu'il faut qu'on aille vers la négociation. Oui. Et alors, pour la paix. Oui, pour la paix, bien sûr. Et justement, pour revenir et à votre livre et au Congo, et ça, c'est vraiment le grand défi qu'on entend. Et vous dites, oui, il faudrait quand même que l'Afrique aille au-delà. Il y a beaucoup d'accords, il y a beaucoup d'organisations, il y a déjà... Mais d'aller encore plus loin, est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité, en fait, que l'Afrique, pour aller encore plus loin, devrait s'unir, je dirais pas s'unir, fusionner, mais s'unir, je ne sais pas, de façon fédérale ou autre, pour faire de ce continent, et on connaît non seulement la richesse, mais les énormes potentialités,
de faire quelque chose qui soit une puissance comme, à mon avis, on a essayé de faire en Europe, mais je veux dire, voilà, avoir quelque chose une Afrique unie comme, peut-être pas au numéro de l'Europe, comme peut-être les États-Unis, je ne sais pas. Le panafricanisme n'est pas mort. Il n'est pas mort. Non. Et le panafricanisme n'est pas mort. Et nous venons de prendre en Afrique des décisions très importantes. Par exemple, le fait d'avoir décidé de la zone de libre-échange continentale africaine. Et c'est une décision historique. Et c'est vrai qu'il nous manque les infrastructures. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de fibre optique partout. Mais enfin, si le jour où nous aurons ces infrastructures-là, et il y aura une zone de libre-échange continentale africaine, qui aura 2 milliards de consommateurs dans moins de 30 ans. 2 milliards. Oui. Il y aura 2 milliards de consommateurs africains dans moins de 30 ans. En réalité, dans 28 ans. Oui, ce qui est demain. C'est pas loin. Non, c'est pas loin. C'est pas loin. Et il y aura, même si on ne réussit pas à faire des États, un gouvernement continental comme d'aucuns l'ont, il y a des panafricanistes qui ont souhaité cela. Oui, bien sûr. Un gouvernement continental, même si on ne réussit pas ça, des États avec une zone de libre-échange continentale, africaine, des voies de communication, chemin de fer, route, aéroport, etc., l'électricité. Parce que l'Afrique n'a pas l'électricité. C'est le seul continent au monde qui n'a pas l'électricité. Et pourtant, le potentiel est énorme. Rien que dans le bassin du Congo ici. 40 000 mégawatts d'Inga, 20 000 mégawatts, toujours sur le fleuve Congo, entre la RDC et le Congo, à Tomba Manyanga. Et on a des possibilités énormes. Même s'il n'y a pas de gouvernement continental, si nous réussissons en Afrique, la zone de libre-échange continentale avec des infrastructures de communication, l'énergie, il se produira quelque chose. Et ça peut se faire, comme on dit, dans les décennies qui viennent. Bien sûr, mais bien sûr. Et je l'ai dit dans ma déclaration à Washington, lors du sommet Afrique et États-Unis d'Amérique. On ne peut pas aller au développement sans infrastructure, sans électricité. Voilà. C'est vrai. Et juste une question par rapport et à vous, etc. Quand on parlait, vous avez parlé de votre mère et vous parliez justement de ce bien commun et de ce bien collectif. Je voulais savoir, parce que vous en parlez à la fin et c'est très intéressant, quel est vraiment, parmi les chefs d'État, parmi les gens que vous avez rencontrés des années et des années, quels sont les personnages qui vous ont vraiment le plus, je dirais pas impressionné, mais le plus touché, au sens à la fois de l'homme d'État, à la fois de l'homme, de l'humain, etc. Parmi ceux que vous avez rencontrés. Vous voyez, je ne dis pas qui vous critiquez, je dis qui vous avez apprécié. Non, je cite quelques faits. Oui. Lorsque j'étais président en exercice de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine. Organisation de l'Unité africaine, nous nous battions. J'ai dédié mon mandat d'ailleurs à la libération de l'Afrique australe. Et j'ai fait le tour du monde pour demander aux dirigeants du monde des sanctions économiques contre l'Afrique du Sud, racistes. Et bon, je suis allé partout, je suis allé à Pékin. Et j'ai rencontré Deng Xiaoping. On a parlé de ce qu'il a dit, mais la Chine soutient l'Afrique, etc. On est passé très vite sur ce sujet, puis il a parlé de son projet.
Nous sommes en 1987. Oui. Deng Xiaoping me dit, il était déjà très malade, mais il parle, il dit, en 2025, si la Chine continue les réformes, avec les réformes qui est engagées, en 2025, la Chine sera 5e mondiale, pas 6e. Nous sommes aujourd'hui en 2022, nous ne sommes même pas encore en 2023. Ouais, enfin, oui, 2023, oui. Et la Chine est 2e, déjà. Ouais. C'était très impressionnant. J'ai rencontré des personnalités, Yasser Arafat, Fidel Castro, Hassan II. Avec Hassan II, j'étais président en exercice de l'OUA. Je lui ai dit, mais ce dossier du Sahara occidental, l'Afrique va imploser. Comment on fait? Avec son accord, nous avons obtenu que ce dossier du Sahara occidental soit placé aux Nations Unies. Ah oui, quitte l'OUA. Beaucoup de sagesse. Quitte l'OUA pour les Nations Unies. Où il se trouve encore. Oui, absolument. C'est pas réglé encore. Pas réglé. Mais les personnes étaient fortes. Fidel Castro, les personnes étaient fortes. En tout cas, il y a quelqu'un à qui on sent une vraie sympathie, c'est Jacques Chirac. Jacques Chirac, c'est mon frère. Ouais. C'est mon ami. Et, bon, à dire vrai, parlons pas de Charles de Gaulle, parce que c'était déjà... Oui. C'était des analyses géostratégiques, etc. Il n'y avait pas beaucoup de sentiments là-dedans. Hein. C'était de la géostratégie. Ouais. Mais Chirac... C'était le cœur, un peu. Chirac, il avait la vérité, le sentiment. Il était proche de l'Afrique et en réalité. Oui, vous voulez dire que c'était pas déguisé, c'était pas déguisé. C'était pas déguisé. J'ai rendu visite à rue de Lille. Et c'était... Moi, j'ai gardé les photos à titre personnel. C'était la dernière rencontre avec Jacques Chirac, rue de Lille. Il était très malade déjà. Oui, il était... Voilà. C'était mon frère, mon ami. Ah oui. Je suis allé à ses obsèques à Paris. Et donc, c'était une des personnes à qui vous étiez, le plus proche, enfin, le plus... En France. En France, oui. En France, oui. Oui. Non, les autres... non, en France, oui. Et en fait, aujourd'hui, encore une fois, je regardais, c'est pas vrai, parce que vous étiez aux affaires déjà, je parle avant d'être président, parce que vous étiez ministre de la Défense, de Marianne Gouabi, notamment. Vous avez suivi tout ce problème, justement, tous ces problèmes d'indépendance, vous étiez à base, et puis vous avez eu, ce que vous avez appelé votre traversée du désert pendant quelques années aussi. Mais c'est bien d'avoir la traversée du désert. Ah, ça m'a fait beaucoup de bien, croyez-moi. Alors, juste un mot, qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça vous a amené? Le fait d'être hors du pouvoir pendant X années, quoi. Franchement. On résiste, avoir suffisamment de recul. Ouais. Je suis resté 2 ans dans mon village, coupé de Brazzaville et du reste du monde. Vous n'avez pas bougé de votre village pendant 2 ans? Non, pendant 2 ans. Ouais. Puis, j'ai quitté mon village. Je suis allé en exil volontaire à Paris près de 2 ans. Et j'ai eu un recul suffisant pour regarder ce que j'ai fait moi-même et pour penser ce qu'on pourrait encore faire. J'ai écrit un livre pendant cette période. C'est 4 ans. Le manguier, le fleuve et la souris. Et la souris. Le livre existe. Dans ce livre, je décline un peu mes réflexions et ce qui pourrait être fait pour le Congo. Et après, je relis ce livre maintenant. Je le relis toujours
pour voir, mais est-ce que j'étais fou, est-ce que j'avais perdu le nord? Et alors, pour vérifier, puisque je suis revenu aux affaires, mais... est-ce que je disais vrai? À cette époque, oui. À cette époque-là. Et vous concluez... je conclus que je reste content. Vous êtes resté cohérent avec vous-même, absolument. Oui. Et donc, tout ça, alors il y a tout ce tableau et que vous décrivez, et c'est vrai, c'est très passionnant dans ce livre. Après, il y a, on se dit, cette Afrique, attendez, et il n'y a pas que l'Afrique, vous avez très bien fait, vous parlez du Brésil, vous parlez de Washington, etc. Mais ce monde où il y a aussi, vous savez, tous ces trafics internationaux, tous ces... C'est parce qu'on parle du libre-échange, mais il y a le libre-échange des armes, libre-échange des esclaves, libre-échange de la drogue, libre-échange de tout ça. Vous savez mieux que moi, on le sait tous. Et on a l'impression, bon c'est toujours pareil, hein, le bien et le mal, mais enfin, on a l'impression que on fait tout ce qu'on veut, mais que ça reste, que ce soit la corruption, que ce soit tout ça. C'est toujours endémique. Partout, hein, pas seulement tel endroit. Mais la tendance à vouloir plaquer cela sur l'Afrique, c'est faux. Les corruptions. Ouais. Je vous avez parlé tout à l'heure de la vie dans notre village où on ne connaissait pas la clé. Oui. Dans nos villages, nous avons grandi dans cette éducation. On ne fermait rien à clé. Même pas la maison. Quelqu'un voyageait, tirait sa porte, mettait un bois à travers, à l'extérieur. Il pouvait aller au bout du monde, il revenait, il ouvrait et rentrait. Il y avait tout été là. Intact. C'est notre éducation. Bon. Mais... oui, mais tout le monde n'est pas comme ça. Enfin, tout le monde n'a pas été éduqué comme ça. Et puis après, il y a ce que vous décrivez, qui n'est pas quand même le fait de l'Afrique. Non, pas du tout. Bon, ce n'est pas le fait de l'Afrique. On a tendance à vouloir plaquer cela sur l'Afrique et moi je suis opposé. Ce n'est pas l'Afrique. Et puis ce n'est pas l'éducation que j'ai reçue dans ma famille. Et d'autres enfants africains. Parce que nous on ne connaissait pas le coffre-fort, la clé, les ceci, les corruptions. Ça n'existait pas. Bon, mondialisation, ben, tous ces méfaits que vous décrivez là sont à l'échelle du monde. Absolument. Puis c'est les rapports de force. Et malheureusement, c'est tout le problème, d'ailleurs, c'est que, est-ce qu'on peut éviter, enfin, comment arriver à un équilibre entre les rapports d'intérêt et de force qui existeront toujours, malheureusement, et une certaine vertu et transmission, notamment à Edou. Nous, on a gardé un bout de tradition. Ouais. Oui. Et d'initiation. Et d'initiation. C'est gardé. Et dans nos villages là-bas, moi, je suis un initié. Il y a d'autres initiés. Mais c'est très intéressant parce que vous parlez aussi de la franc-maçonnerie, qui est une initiation. Oui. Aussi. C'est très intéressant que vous ayez eu les deux. Enfin, mais je suis bien placé pour comparer les deux. Alors dites-moi, ça m'intéresse. Des valeurs d'humanisme, comme ce n'est pas possible. Et ça se... Dans les deux cas. Ça se compare dans les deux cas. Ça se compare bien. Y compris dans les rituels. Y compris dans les rituels. Y compris dans les rituels. Très intéressant. Y compris dans... Je ne peux pas... je n'en dis pas plus. Non, mais Mais y compris dans les rituels. Vous voulez dire que c'est... L'humanisme. L'humanisme. Y compris dans les rituels. C'est très intéressant. Absolument. Merci beaucoup. Merci, cher ami. Merci.